DF1. Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 25, aussi appelé l'épisode Jean-Éric Vergne, puisqu'il s'agissait du numéro de course du pilote français qui est arrivé en Formule 1 au cours de la saison 2012 chez Toro Rosso, étant un membre de l'Académie des pilotes Red Bull. Il est resté en F1 et principalement avec Toro Rosso jusqu'en 2014. Et ensuite, en 2015, il a été pilote de développement chez Ferrari avant d'obtenir un volant en Formule 1 avec Andretti, ensuite avec Virgin, puis ensuite avec Techeetah où il a remporté non seulement sa première victoire dans le désormais défunt et très controversé Prix de Montréal, mais aussi il a remporté les 2 derniers championnats de Formule 1 et il est prêt à défendre son titre au cours de la saison 2019-2020 qui débutera en novembre. Au menu cette semaine, on revient sur ce Grand Prix du Japon complètement fou, autant en piste qu'hors piste. Et pour ce faire, j'ai de la compagnie, mesdames et messieurs. Oui, j'ai été un peu tout seul pendant les 2 derniers podcasts. Et celui qui rit à ma joke plate, en fait, c'était pas une joke plate, mais c'est Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Ça va bien? Oui, super bien. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Ça faisait longtemps, hein? Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu participer, fait que je suis très content de pouvoir être de retour. Oui, évidemment, et parce que il ne faut pas oublier, toi tu es aux études, puis Oui. moi je priorise j'ai priorisé les études avant le podcast, donc c'est pour ça que Brian et toi vous ne pouviez être disponibles pour ces 2 derniers épisodes. Donc maintenant, Brian était supposé être là, mais il y avait une urgence de dernière minute, donc il ne pouvait être là. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, car c'est un départ. Alors, le Grand Prix du Japon était disputé à Suzuka, la 17e manche du championnat du monde sur 21. Et ce fut quand même une fin de semaine écourtée parce que la journée du samedi a été annulée et les qualifications reportées à la journée du dimanche en raison de la présence du typhon Hagibis qui a non seulement provoqué des dégâts intenses dans une majeure partie du Japon, entre autres à Tokyo, mais qui a aussi provoqué la mort de quelques personnes. Et on voudrait offrir notre soutien à la population japonaise dans cette situation. D'ailleurs, on va reparler un peu de cela. Alors, il y a eu un Grand Prix, oui, mais il y a eu une qualification 3 heures avant la course, et c'est Sébastien Vettel qui a obtenu la pole position de manière inattendue, même parce qu'il n'était pas très bien présent. La Ferrari n'était pas très bien présente lors des essais du vendredi, et Charles Leclerc l'a accompagné au 2e rang, Valtteri Bottas 3e, et Lewis Hamilton 4e, donc les 2 Mercedes qui se suivaient derrière, et on avait Max Verstappen et Alex Albon qui ont réalisé le même chrono et qui ont sécurisé la 3e ligne. Sinon, le Grand Prix s'est terminé en 52 tours et on va vous expliquer pourquoi 52 au lieu de 53.
C'est Valtteri Bottas qui a gagné le Grand Prix devant Sebastian Vettel sur Ferrari et Lewis Hamilton sur Mercedes. Alex Albon termine quatrième, Carlos Sainz cinquième, Daniel Ricciardo sixième, Charles Leclerc septième, Pierre Gasly huitième, Sergio Perez neuvième et Nico Hülkenberg dixième. Alors, on va passer aux évaluations post-Grand Prix, donc les hashtags perfo du jour, contre-perfo du jour et moment cocasse. Alors, Marc-André, je vais te laisser commencer. Quelle est ta perfo du jour, contre-perfo du jour et moment cocasse? Donc j'en ai deux pour aujourd'hui. C'est Carlos Sainz qui a terminé cinquième contre toute attente. Là, il a fait une course absolument incroyable. McLaren qui surprend encore, qui est dû à leur performance constante, Grand Prix après Grand Prix. Mais Sainz continue là, son excellent travail en course. Donc je pense que c'était une obligation de lui donner la performance du jour. Oui, complètement d'accord avec toi. Et puis l'autre, c'est Albon qui a, si je ramène au dimanche matin, qui a réussi à avoir un temps égal à celui de son coéquipier Max Verstappen. Et en course, il a notamment terminé quatrième. Donc je pense qu'il a conservé ce qu'il avait commencé dimanche matin dans la course. Donc je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Là. Il a bien géré sa course. Et puis malgré qu'il y a eu un petit contact avec Norris que les gens n'ont pas apprécié. Maintenant, est-ce qu'il était en tort? Est-ce qu'il n'était pas en tort? C'est très difficile de le dire. Je pense que Norris avait des torts, Albon avait des torts, mais malgré tout, ça a été sans conséquence pour Albon. Norris s'est retrouvé, malgré lui, à la toute fin du classement durant quelques tours, mais sinon Albon vraiment a fait une très belle course. Ah oui, vraiment. Puis je vois et il faut le noter, c'est la première fois qu'il roulait à Suzuka. Oui, ça aussi. En plus d'avoir une fin de semaine écourtée, donc où il n'avait que la journée du vendredi, bon, qui était encore présente, mais on l'a vu il se sentait vraiment à l'aise sur ce circuit une fois que tu le maîtrises bien, ça va, tu vas pouvoir réussir, et c'est ce qu'il a fait. Bon, à part cet accrochage avec Norris, heureusement c'est un incident qui a été classé comme un incident de course. Je trouve que Albon a été vraiment excellent, puis ça donne, justement parce on parlait d'examen, ça donne des points bonus pour l'examen de fin de saison à Albon. Oui, puis ça lui donne des arguments justement pour dire à son patron, écoute, c'est moi qui mérite le volant pour l'an prochain. Donc, autant la qualification qu'il a réussi à faire à Suzuka, égaliser le temps de son coéquipier, surtout sur ce circuit, n'est vraiment pas facile. Et puis, il le fait, donc je pense qu'il doit être satisfait de sa fin de semaine. Ah, clairement. Sinon, ta contre-performance du jour. Je suis obligé d'aller vers Charles Leclerc qui, oui. Le contact avec Verstappen n'était vraiment pas nécessaire, là, d'après moi. Selon moi, il a vraiment mal géré son départ. On dirait qu'il n'a pas été content de son départ. On sait qu'il l'a peut-être pas calé un peu, mais il n'a pas eu un départ comme il voulait. Et on dirait qu'il a voulu être agressif pour reprendre la position perdue, mais qu'il finalement a pris la mauvaise décision en faisant contact avec Max Verstappen. Et puis, sinon, tout au long de la course, là, en fait, au départ, il a eu un bris là, avec son aileron avant et a décidé de ne pas entrer. Donc, il a continué à rouler, ce qui était dangereux. Là, son aileron avant était abîmé et puis il y a des pièces qui ont volé. Justement, Ferrari et Leclerc, a eu une amende de 25 000 $ par la F1. Ah oui, par rapport à cela. Exactement. Et on va reparler tout de suite après les évaluations, parce que moi quand j'ai regardé la course avec mon père
dans la nuit de samedi à dimanche. J'étais pas très content, mais on va garder ça pour plus tard. Ça Et m'étonne sinon, aussi du comportement de Leclerc en fin de semaine. Lui qui, malgré son, son expérience assez courte de la F1, il nous a pas souvent donné des décisions comme ça, des mauvaises décisions comme ça. Donc, c'est un ouais, petit peu étonnant de sa part, là. exactement. Moment cocasse. Je suis allé aussi avec Charles Leclerc qui, on voit un petit peu partout là, les vidéos sortir, autant qu'il tient son rétroviseur pour pas que celui-ci Oui. parte au vent. Mais il y a eu un moment dans la course, là, je me trompe pas, c'est peut-être 30 quelques tours, son rétroviseur finalement a pris le champ et puis on le voit le partir. Donc c'était mon moment cocasse de cette fin de semaine. Ah oui, mais c'est vrai que tenir un miroir et un volant d'un autre, surtout sur un des virages les plus rapides du Ouais. championnat, en étant le 130R, là, c'est très impressionnant. Ça, je dois l'avouer. De mon côté, performance du jour, je vais y aller en deux temps. De manière sportive, parce que je vais la donner à Alexander Albon, qui a été très impressionnant, mais aussi Mhm. à Valtteri Bottas, le vainqueur, qui non seulement a gagné le Grand Prix, mais a été devant Lewis Hamilton Ouais. pendant toute la fin de semaine, même en qualification. Donc, et surtout qu'il n'avait pas gagné depuis Azerbaïdjan. Donc, comme on dit en termes de hockey, il était dû. Ouais, il était dû. Et puis, on se souviendra qu'il avait eu un très beau début de saison, pardon. Et justement, on se demandait où était passé le nouveau Bottas du début de saison. Et je pense que en fin de semaine, on a réussi à le revoir, là. Est-ce que tu crois qu'il a profité de la journée du samedi pour faire le plein de porridge? Peut-être. Ouais. Il y a une petite journée de congé, ça peut faire du bien à plusieurs personnes, donc peut-être que ça a un lien. Ah oui, moi je pense que c'est peut-être ça aussi qui l'a aidé à avoir une très belle performance. Sinon, bon, il y a Alex Albon et Carlos Sainz qui ont très bien fait ça. Mais il y a Sergio Perez aussi qui... euh, pour moi, et encore dans le terme de hockey, je sais pas pourquoi je fais beaucoup de références au hockey, mais pour moi, ça a souvent été la quatrième étoile cette saison. Mhm. Et il nous l'a prouvé. Il a été éliminé en Q1 lors de la matinée. Puis il réalise une belle performance, une bonne stratégie. Malheureusement et heureusement pour lui, il termine 9e malgré un accrochage avec Pierre Gasly dans un tour qui n'a pas compté. Parce que, là je vais l'expliquer, c'est parce que il y a eu une erreur dans le système de chronométrage et de signalisation qui a fait en sorte que le drapeau à damier a été agité un tour plus tôt que prévu, donc au 52e tour. Et or, Gasly et Perez se sont accrochés dans le dernier tour. Perez a abandonné et c'est ce qui a fait en sorte que le Mexicain, ben, à la place de se retrouver à l'abandon, il a terminé 9e parce que la course a été entérinée après 52 tours au lieu de 53. Et comble de malheur pour Racing Point, Lance Stroll qui devait finir 10e retourne à la 11e place, donc pas de points pour la Racing Point. Cependant, ça aurait été un bon candidat aussi, Lance Stroll, pour la performance du jour. En fait, autant le matin, on se souviendra que Lance Stroll a toujours eu de la difficulté en qualification. Et là, il avait réussi à bien se positionner, même s'il n'a pas réussi à atteindre la Q1. Donc, malgré tout, j'ai aimé sa performance durant la course aussi. Et il va pouvoir construire malgré tout, même s'il n'a pas eu de point sur cette performance de ce Grand Prix au Japon. Oh oui, et je dois ajouter aussi les deux Renault quand même, après une séance de qualification très difficile, Ouais. marquent des points. Donc Ricardo 6e et Nicole Kembar 10. Sinon, j'avais dit, ça c'est du côté sportif, mais je vais aller du côté extra-sportif. Je dois dire un gros bravo à la FIA
et à l'organisation du Grand Prix du Japon d'avoir eu l'idée, la brillante idée d'annuler la journée du samedi Mhm. sans avoir à, disons, comme ça a été le cas dans les dernières années, là, à attendre la journée même avant de Ouais, prendre une décision. Parce que ça a été prise, la décision a été prise le vendredi, je pense, tout juste avant le début de la première séance d'essai. Donc, et on n'a pas pris de chance. Parce que le typhon AGB, c'était un super typhon. Je pense que c'était de catégorie 5. Puis, avec la Coupe du Monde du rugby qui avait annulé ses matchs, dont un entre l'Angleterre et la France, qui allait déterminer c'est qui allait finir en tête du groupe C, ainsi que le match entre le Canada et la Namibie. Bon, c'est un match qui n'avait pas d'importance vu que les deux étaient annulés. Je dois lever mon chapeau à la oui, FIA et à l'organisation du Grand Prix du Japon effectivement. d'avoir pris une décision rapide. On n'a pas hésité, on ne veut pas répéter la mauvaise expérience de 2014 Uh-huh. parce que justement C'était un typhon qui était à l'ordre de cette température très, très mauvaise au Japon en 2014. Ouais, et qui aurait été très fatal aussi. ouais. Donc bravo à l'organisation, à la FIA et aux organisateurs d'avoir réagi rapidement. Sinon, ma contre-performance du jour, ben, je vais la donner naturellement à Charles Leclerc, justement pour les raisons que tu as expliquées et dont on va revenir. Sinon, j'ai deux moments cocasses. J'ai Valtteri Bottas après la course qui nous a servi James, it's Valtteri. Euh, donc, en référence évidemment à James Valls, qui est le chef stratégiste de Mercedes, qui a souvent l'habitude de dire Valtteri it's James pour, disons, laisser passer Lewis Hamilton. Mais cette fois-ci, c'était pour féliciter l'équipe, donc c'était bien pensé. Oui, Sinon, le moment cocasse, ça a été un peu les activités du samedi, parce que comme il n'y avait rien à faire les en pilotes ont piste, dû s'occuper à leur façon. exactement, t'avais quelques pilotes qui se sont amusés à jouer à FIFA 20. Un petit tournoi organisé par Max Verstappen, justement. Exactement. Je me demande d'ailleurs c'est qui a gagné. Je sais pas, moi. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui a pris Liverpool ou l'Impact. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a pris l'Impact, mais s'il y a quelqu'un qui a pris Liverpool et qui a gagné, je vous en remercie. Sinon, il y avait Romain Grosjean qui s'est amusé à monter un modèle réduit d'une Tyrrell P34, celle à 6 roues, et qui l'a fait toute la journée. Donc, chapeau Romain. Vous pouvez aller le suivre, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Il a mis le modèle réduit, une photo du modèle réduit qu'il a construit de ses propres mains avec un peu de colle et tout. Donc, félicitations Romain. Puis Lando Norris, on a appris que c'était un tricheur parce que lorsqu'il est allé jouer au bowling avec Carlos Sainz, il a trouvé une façon de faire un abat. Donc, on oublie la balle, on va tout de suite, la personne devient la balle elle-même, puis on fait un abat. That's it. Ouais. Et Valtteri Bottas qui a eu un léger problème avec son parapluie aussi durant ce samedi de congé. Ah ouais, ça je l'ai pas vu. Ouais. Il a publié une photo en voulant dire justement que les parapluies au Japon étaient peut-être moins solides quand il y avait une tempête. Ouais, puis je me sens, je le comprends parce que je sais pas combien de fois j'ai acheté des parapluies qui se sont brisés là. J'ai même brisé ceux de ma mère. Donc je compatis avec Valtteri. Bon, sinon il y a Francis Paquette sur Twitter, un fidèle du bulletin F1 qui n'a pas pu voir la course malheureusement, mais qui nous a offert ses performances du jour à Valtteri Bottas et à Carlos Sainz. Et ce sont deux choix logiques, Oui. évidemment. Donc, voilà, si jamais vous voulez en fait, nous donner vos évaluations post-Grand Prix, vous pouvez le faire sur facebook.com/bulletin F1 ou sur notre compte Twitter @le bulletin F1 un mot. Bon,
Passons maintenant aux choses sérieuses et folles aussi. On va en revenir sur le Grand Prix du Japon. Alors, une course, comme on l'avait dit, remportée par Valtteri Bottas. Mais ce qui lui a permis de se retrouver en tête, c'est à cause du départ atroce des deux Ferrari. Ouais. D'un côté, il y a eu Sébastien Vettel qui a anticipé le départ, mais qui s'est repris très très peu, de très très peu même, mais les dégâts étaient déjà faits. Bottas en a profité pour le dépasser par l'extérieur et prendre la tête. Et on a Charles Leclerc et Max Verstappen qui s'accrochent au premier virage. Verstappen est relégué au dernier rang et Leclerc lui continue avec un aileron endommagé. J'ai envie de commencer par le départ de Vettel parce que la FIA a statué que l'Allemand n'a commis n'a rien commis de grave, en fait, rien qui pouvait lui décerner une pénalité. Donc, moi, je me demande, toi, Marc-André, est-ce que tu crois que Vettel aurait mérité une pénalité là-dessus? Selon moi, oui. Moi, même s'il n'a pas dépassé la ligne, lorsque tu fais un faux départ, c'est quand même un faux départ, même si te reprends. Aussi dans la façon où la FIA a annoncé tout ça, c'était comme si justement Vettel avait fait un faux départ, mais vu qu'il s'était repris, c'était pas grave. Donc selon moi, Vettel aurait dû mériter une petite pénalité pour ce départ un petit peu anticipé. Mais bon, je sais pas de ton côté comment tu as vu tout ça, là, mais Moi, ça m'a pris plusieurs reprises pour pour avoir mon opinion parce que au premier coup, quand j'ai vu la reprise, je me suis dit, ah bon, Vettel va avoir une pénalité parce qu'il faut se souvenir, en Russie, Raikkonen avait lui aussi euh, fait un faux départ et il a été pénalisé. Cependant, je trouve que Vettel a déjà... Juste le fait qu'il ait calé très légèrement puis soit reparti, c'était déjà pénalisant en quelque sorte. Même si, on l'a vu, il est parti avant les rouges, il a, il a perdu une position, ce qui est suffisant. Parce que s'il l'avait gardé, là c'est sûr que la FIA aurait probablement sévi. Donc, moi je trouve que la FIA a pris la bonne décision parce que de toute façon, il était hors de question que Vettel reprenne la position. Et je crois que la prochaine fois, il va y penser à deux fois. Je sais que c'est stressant le départ parce que tu dois, ça te prend un dixième de seconde entre l'extinction des feux puis engager la première vitesse pour réaliser un bon départ, comme on l'avait avec Bottas mm-hmm. en 2017 en Autriche. Mais il faut pas stresser non plus là. Je sais que c'est difficile un départ parce que c'est le début de tout. C'est le début de ton succès comme ça peut être le début de tes problèmes. Mais il faut savoir bien jauger ça. Donc moi je crois que Vettel s'en est vraiment tiré là-dessus. Oui, il s'en est bien tiré, justement. Maintenant, j'ai hâte de voir la prochaine fois qu'une situation comme ça survient, même si ça arrive notamment peu souvent. J'ai hâte de voir comment la FIA va gérer cette situation. Parce que d'un côté, il va y avoir un petit peu de jurisprudence, donc ils vont devoir y penser aussi à la situation de Vettel pour la prochaine fois. Oui, exactement. Donc c'est à voir, mais je pense que que la FIA ne sera plus clémente avec les pilotes, surtout avec Vettel, si jamais il devait avoir un autre acte de faux départ. Maintenant, on va parler d'un sujet vraiment
chaud en fait, c'est l'accrochage entre Leclerc et Verstappen au premier tour. Donc on a Verstappen qui se retrouve en troisième position, mais se retrouve accroché par la Ferrari de Leclerc. Et malheureusement, des problèmes de frein ont fait en sorte que Verstappen a abandonné, mais Leclerc a pu continuer la course. On va y aller en deux temps. D'ailleurs, il faut avertir aussi que Leclerc a été pénalisé de 5 secondes. Est-ce que c'était la bonne décision? 5 secondes, j'ai trouvé que c'était très peu. On voit souvent des pénalités qui, des fois, vont jusqu'à 10 secondes. Je pense que dans le cas de Leclerc, cette pénalité de 10 secondes-là aurait pu être utilisée et être justement et avoir raison de l'utiliser justement, puisque c'est un petit peu bizarre comment Leclerc a géré le premier virage au Japon, alors que il a peut-être été tassé par le vent, mais je pense qu'il aurait dû prendre la situation météorologique en compte pour bien prendre je cherche mon mot, mais le point de corde, en fait, oui. Puisqu'il a complètement été déporté vers Verstappen. On dirait vraiment qu'il s'est jeté sur le Néerlandais lors du premier virage. On voit notamment sur les reprises que Vettel suit Bottas et que Leclerc vient vraiment coller Verstappen, qui, lui, avait gardé sa ligne de course. Donc, moi, je pense que Leclerc aurait mérité justement une pénalité de 10 secondes sur cette séquence. Oui, et justement, moi, j'ai été surpris, mais que la FIA décide de ne pas enquêter du premier coup sur l'incident, qu'ils disent on ferme les yeux, mais ensuite, lorsque Verstappen s'est plaint à la radio, ouais. A décidé, la FIA soudainement a dit, bon, on va revoir là-dessus, puis là, il a fallu attendre quelques heures après la tombée du drapeau à damier, d'apprendre que Leclerc a été pénalisé. Moi j'ai trouvé ça bizarre, et pas toi? Ouais, quand même, parce que je pense que les reprises étaient claires. Leclerc avait eu un tort sur la séquence, même si au premier regard, lorsque j'écoutais en direct le Grand Prix, au départ, je pensais pas que Leclerc était en tort, en fait. Donc, je croyais que il avait vraiment suivi sa ligne de course et que Verstappen s'était retrouvé par malheur à un endroit non voulu. Et puis, finalement, c'est en regardant les reprises à quelques reprises, justement, que je me suis vraiment rendu compte que Leclerc avait mal contrôlé son premier virage et qu'il devait être pénalisé, mais je peux pas croire que la FIA n'aurait pas pu statuer tout de suite la pénalité sur le coup, là, en fait, durant le Grand Prix. Donc, c'est un petit peu une situation bizarre, effectivement. Oh oui, heureusement. Mais tu vois, Michael Massey, le directeur de de la FIA, le commissaire, le directeur de course de la FIA, oui, je vais la voir, a dit qu'il n'était vraiment pas content de l'attitude de Leclerc en piste, non seulement à cause de l'accrochage, mais aussi parce qu'il est resté en piste, je pense 1 ou 2 tours après l'accrochage, et il avait un bout d'aileron avant endommagé qui s'est envolé et et les débris se sont répandus un peu partout sur la piste et ça a même détruit le miroir droit de la Mercedes de Lewis Hamilton. Allez voir la vidéo à bord de la voiture d'Hamilton. Il est chanceux que le débris soit là. Oui. Et moi, je vais te le dire personnellement, c'est pour ça que je voulais garder ça. Parce que Leclerc a dit, moi je reste. Ferrari a proposé à Leclerc de rester. Ce dernier a dit, non, la voiture est correcte. Je lui donne le bénéfice du doute. Il n'a pas vu la pièce, parce que c'est très difficile de voir un aileron avant. Mais
la FIA a sa part de responsabilité. Tu sais que tu sais qu'il y a un aileron qui est endommagé. Et en plus, le petit bout là, traînait sur la piste. On voyait des étincelles. Uh-huh. Comment, comment tu peux laisser ça passer? Imagine si ça avait s'était passé entre le casque d'Hamilton puis le miroir là. Ça, et puis je pense que c'était Carlos Sainz aussi, ou peut-être Norris qui a dû éviter aussi les débris en faisant du petit slalom sur la piste. Oui, Donc, c'est... Mais en même temps, est-ce que la FIA, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Peut-être donner un drapeau de disqualification pour ça? Je sais pas à quel point, ou bien d'obliger, d'obliger peut-être Leclerc à rentrer par un mot à Ferrari, peut-être. oui, exactement. Moi, je pense que la FIA, quand ils ont entendu la conversation, là, la FIA, entre Leclerc et Ferrari, la FIA aurait dû intervenir tout de suite. Parce que Mhm. aurait pu sortir le drapeau noir avec la pastille orange avec le numéro du pilote, qui oblige le pilote à rentrer au puits Que- parce qu'il a une pièce Bon, dangereuse. Donc ça là, ça aurait dû être sorti parce on a eu assez de problèmes de sécurité cette année là. On n'a pas envie que ça arrive encore là. Une, une fois, c'est déjà trop. Plus là, on veut pas que ça escalade. Donc, moi je pense que la FIA aurait dû agir tout de suite. Là, heureusement, elle s'est reprise en pénalisant Leclerc pour un 10 secondes et une amende de 25 000 $ que Ferrari devra payer. Euh, et 20 ouais. pardon, pas 25 000 $ mais c'est euros, mais bof, ça C'est change pas, pas grand-chose. ouais, c'est pas beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que la FIA a donné une amende de seulement 25 000 $. On va se dire que 25 000 $ pour Ferrari, c'est des bonbons, là. Ouais. C'est pas une grosse amende. Donc, peut-être qu'ils l'ont pensé à ce que tu as dit un petit peu plus tôt et ils, ils, ils l'ont ils ont vu leur tort peut-être avant de donner l'amende, mais j'aurais aimé voir une amende plus féroce, plus grande parce que c'est quand même une situation très grave Oui. autant pour la sécurité des pilotes que pour le respect de l'équité en général parce que tu as souvent des pilotes qui ont endommagé une pièce de leur voiture et qui auraient pu rester sur la piste sans faire trop de dommages, là, leur situation n'était pas trop dangereuse, mais l'écurie et le pilote ont décidé de rentrer tout de même pour que la sécurité soit présente là, durant le Grand Prix. Donc, c'est aussi de ce côté-là que j'aurais aimé voir la FIA un petit peu plus féroce sur l'amende. Et tu sais quoi? Moi, je pense que c'est pas Ferrari qui devrait payer l'amende. Parce que Ferrari a fait sa part. Mhm. Ils ont demandé à Charles s'il voulait rentrer. Charles a dit non. Là-dessus, ça relève du pilote. Mais oui et non, ce n'est pas. Tu sais, Charles ne peut pas revoir la situation, donc c'est à fait. Tu sais, une offre n'est pas une obligation. Donc, si tu demandes à Charles, veux-tu rentrer et que Charles dit non, selon moi, Ferrari aurait dû mettre son pied à terre et dire Charles, tu dois rentrer. C'est dangereux, donc on te demande de rentrer pour cette raison. Donc, je pense que Ferrari aurait pu euh, être plus impératif dans leur discussion avec Charles. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que aussi, oui, Ferrari aurait dû être plus impératif, ça c'est clair. Euh, Passons maintenant à un autre sujet. Ben, Mercedes, qui est arrivé au Japon en dominant les deux premières séances. On se disait, bon, lorsque la qualification a eu lieu, que ce serait eux qui allaient sécuriser la première ligne. Au contraire, c'était Ferrari. Mais en course, ils ont très bien fait. Valtteri Bottas remporte la course. Lewis Hamilton finit troisième et obtient le premier point. Le point Bonnie
pour le meilleur tour en course, ce qui signifie que Mercedes est sacrée championne des constructeurs pour une 6e saison consécutive. Et dans tout ça, comme les deux pilotes ont fini devant Charles Leclerc, qui est l'autre pilote le plus proche au championnat des pilotes, ben ce sera un 6e doublé, un 6e titre pilote et écurie consécutive, un record en Formule 1. Mhm. Donc, il faut le dire, Mercedes a été très dominant, mais Oui. Est-ce que cette année, c'est le somme, est-ce qu'ils ont été plus dominants qu'en 2016? Je crois que oui, mais en même temps, Ferrari s'est tiré dans le pied cette année. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Ferrari comptait cette année sur une version de la voiture très bonne. Donc, je pense que Ferrari est un peu en cause pour la domination de Mercedes, mais c'est certain que, encore une fois, la version 2019-2020 de Mercedes était très, très forte, là. Oui, exactement. Ça, c'était... on s'attendait à ce que Mercedes soit dominante de l'Australie, mais pas à tel point que Ferrari n'offre pas la compétition espérée. On l'a vu au Bahreïn. Leclerc aurait dû gagner, ça c'est clair. Et Vettel s'est un peu saboté lui-même. À Bakou aussi, je pense que ça aurait pu être une victoire Ferrari. Parce que Leclerc était fort, mais son accident de qualification l'a raté. On ne reviendra pas sur le Grand Prix du Canada. Non. Sinon, la deuxième partie la deuxième moitié de saison a été largement... Ben, pas largement, a été à l'avantage de Ferrari. Je dirais largement. Avec Largement, 5 ouais. pôles, Oui. 3 victoires, si je me Oui. trompe pas. 3 victoires, Donc, oui. ce sont des chiffres qui disent tout. Mais justement, je pense que en voyant la performance de la Ferrari en fin de saison, là, ben en fait, après la mi-saison, je pense qu'on voit bien que il aurait dû avoir de meilleures performances en début de saison, mais tout de même, là, Mercedes a très bien construit sa voiture. Et je pense qu'on est obligé de leur donner le crédit, là, même si, on va se le dire, ils ont plus d'argent à mettre sur la voiture. C'est l'écurie qui a le plus gros plafond salarial, là. Donc c'est certain que ça fait jaser de ce côté-là. Les gens n'aiment pas trop ça, mais tu dois engager les bonnes personnes quand même et faire ton travail là, en usine et tout ça. Donc félicitations à Mercedes pour cela. Exactement. Et en plus, ils ont dédié leur leur 6e titre à Niki Lauda qui nous a malheureusement quitté au mois de mai. Donc, c'est une très bonne... C'était un très bel hommage. Et en plus, ils ont amené la casquette rouge à côté des trophées des vainqueurs du Grand Prix. Donc, c'était vraiment bien de la part de Mercedes d'avoir fait cela. Et surtout que il a été un membre important de ce succès, en fait. Et penses-tu que c'est leur dernier titre cette année? Puisque selon toute chose, Red Bull devrait gagner l'an prochain, selon ce qu'ils disent. Ouais, mais... Puisqu'ils veulent réussir à garder Verstappen, donc... Ouais. Qu'ils aiment un moteur un peu plus évolué, puis ensuite Ouais, on en reparlera. et on va en reparler. Mais j'ai hâte de voir, puisque c'est toujours des... ça va être, je pense, l'an prochain, ça va être une année intéressante pour ça. Mais tu sais, là, je pense qu'on va parler de Red Bull, là, mais est-ce qu'Honda va réussir à être plus performante? Mais on va quand même finir de parler de Mercedes avant, là, mais on va avoir une bonne discussion sur Red Bull, je pense. Oh oui, j'ai hâte de voir si l'année prochaine on va avoir un duel à 3 plutôt qu'à 2. Mais ça, on n'est pas encore en 2020. Non. Alors, ça reste à voir. Donc, félicitations encore à Mercedes, champion des constructeurs pour la saison 2019. Puis,
Là, il restera plus à savoir qui entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas va repartir avec le trophée du champion des pilotes. Mais tout porte à croire que ce sera Lewis Hamilton. La réponse n'est pas trop difficile à dire, je pense. Hein? Ah, C'est pas fini, c'est pas fini. La réponse dans 2 semaines au Mexique. Ouais. Donc, Mercedes champion avec donc des constructeurs et peut-être même, on va peut-être parler de sacre des pilotes en 2000, dans 2 semaines en 2019. Ça aussi, ça pourrait, le sujet dont on va parler pour avoir une influence énorme, non seulement sur le Grand Prix du Japon, mais probablement sur le Grand Prix, sur la saison 2019 aussi. Racing Point a déposé une plainte contre Renault parce que Racing Point a jugé, on jugeait que la plainte, comme la FIA, je vais me reprendre, la FIA a jugé que la plainte sur les réglages du système de freinage de la RS19 de la Renault était recevable. Et ils ont et Racing Point a envoyé un document de 12 pages. Ouais, 12 pages. Donc, il semblerait que... il semble qu'ils ont préparé le coup depuis longtemps. Donc, Ouais, c'est pour ça que sûrement. je dis que probablement ça pourrait avoir un incident sur le championnat parce que si jamais ils ont utilisé le 10 système, parce que apparemment... normalement, le système de freinage doit être réglé manuellement par le pilote, mais dans ce cas-ci, Racing Point accuse Renault d'utiliser un système de freinage automatique, donc qui simplifierait la tâche de Daniel Ricciardo et de Nico Hülkenberg. Donc, quand on dit que la plainte a été reçue, il n'y aura pas de décision automatique parce que un document de 12 pages, là, pour analyser de tout, là, ça prend du temps. Donc, il y a un rapport détaillé qui sera fourni par la FIA d'ici mercredi, au plus tôt, avec des éclaircissements à demander à Renault et à Racing Point. Donc, ça va donner la chance à Renault de s'expliquer, en fait, sur la validité en fait du système de freinage. Mais en attendant, le département technique de la FIA a décidé de sceller les boîtiers de contrôle électronique et les volants utilisés par Ricciardo et Hülkenberg lors de la course à Suzuka, où ils ont fini d'ailleurs devant les 2 Racing Point, où ils ont marqué plus de points d'ailleurs que les 2 Racing Point. Donc, c'est à voir, mais si jamais il y avait bel et bien eu modification illégale, cela entraînerait une pénalité ou, pire, une disqualification, pas seulement pour le Grand Prix du Japon, mais peut-être des autres courses où il y a eu justement l'usage de ce système. Donc ça pourrait avoir une énorme influence. Puis en plus, il faut pas se le cacher, Racing Point se retrouve derrière Renault au championnat des constructeurs. Donc, il y a une 5e place qui est encore possible d'atteindre. Puis, on sait que Racing Point veut être la 4e meilleure équipe du plateau. Donc, tout est possible. Tout est possible. Ouais, et j'aime ça quand même voir ça. Ça veut dire que c'est une écurie qui a fait ses devoirs, qui s'est assuré de remettre un document utile à la Formule 1, à la FIA en fait, et ne pas juste lancer ça comme ça en voulant dire, tu sais, on pense que Renault fait ça. Ils l'ont vraiment bien expliqué leur raisonnement, donc c'est certain que j'aime savoir ça. Ouais, exactement. Puis je sais pas si tu te souviens, mais Renault avait justement avait déposé un protest contre la Haas de Romain Grosjean. Oui, c'est vrai. Pour un plancher illégal, si je me souviens bien. Parce que Haas avait posé un plancher un peu plus performant que l'ancienne version, mais qui était jugé illégal par la FIA. Ils l'ont utilisé
Mais la FIA a dit, si jamais il y a une équipe qui dépose une plainte, c'est sûr qu'on la reçoit, puis vous allez être punis. C'est ce qui s'est passé. Grosjean a été puni après le Grand Prix d'Italie. Et il a perdu je pense que c'était sa 6e ou sa 7e place, si je me souviens bien. Mais il avait perdu ses points marqués lors du Grand Prix d'Italie. Donc, si la plainte reçue est véridique et évidemment, bon, elle est bien documentée. Je suppose que l'écurie n'a pas écrit 12 pages pour rien, là. J'imagine qu'il y a des éléments qui peuvent faire en sorte que Renault soit pénalisé, mais effectivement. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un travail de cégep, là. Ouais. Je m'excuse à tous les étudiants et surtout à toi, Marc-André, mais c'est pas comme si c'était un travail de cégep de dernière minute. Là, c'était déjà préparé d'avance. Donc, tout ça, c'est à suivre, mais ça pourrait avoir une incidence très importante sur le championnat et surtout sur le Grand Prix. Donc, ça, c'est à suivre. Et on va continuer sur le même sur le sujet de dispute, mais c'est plus à l'interne, puisque Robert Kubica n'était pas un homme heureux. Dimanche matin, lors de la séance de qualification, Kubica a eu un accident avant même d'entamer son tour lancé dans le dernier virage. Or, les mécanos ont dû réparer la voiture en un temps fou, avant même l'ouverture de la ligne des puits, et cela a permis aux Polonais de prendre part à la course, évidemment de la ligne des stands, parce qu'ils ont été obligés de changer de châssis, de cellule de survie qui est intégré au châssis habituel. Mais malheureusement, ou on devrait dire comme d'habitude, il a manqué de rythme par rapport à George Russell. Et en entrevue, il a dit que il sous-entend que Williams a modifié sa voiture avant les qualifications, ce qui l'aurait mené à son crash. Mhm. C'est surtout qu'on sait qu'il ne reviendra pas la saison prochaine. Donc, c'est comme s'il y avait un genre de pression en moins. Mais c'est pas nouveau ces genres de disputes lorsqu'il n'y a plus d'enjeu, hein, tu trouves pas? Oui, il y a ça, mais en même temps, on sait que chez Williams, euh, on manque de pièces. On Oui, manque de pièces. oui. Donc, est-ce que ils ont voulu économiser sur des pièces et a changé la voiture avant la qualification? Bon, on sait pas trop c'est quoi le sujet de dispute là. Donc, c'est vraiment à l'interne que cela devrait s'aller. Mais effectivement, je pense que vu que les deux ont l'air de se séparer l'an prochain, il n'est pas étonnant de de les voir tous les deux se chamailler un peu, là. Ouais, non, c'est clair, parce qu'on sait aussi que Robert Kubica, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Non, Il est effectivement. très, il peut être virulent dans ses propos, et surtout que, il y a 2 semaines à Sochi, c'était pas une fin de semaine très bonne pour lui non plus, parce que il a été forcé d'abandonner parce que on voulait justement sauver les dites pièces à cause surtout de l'abandon de George Russell. Donc, je sais pas comment les 4 dernières courses vont se dérouler entre chez Williams du côté de Kubica, mais en tout cas, il y a une belle ambiance qui se dessine chez l'écurie de Grove. Oui, et on peut dire que la situation ne se réglera sûrement pas de sitôt. Je vois pas l'heure où Williams vont améliorer leur situation, là, les autant du côté du financement que de la performance là, de l'écurie. Donc, on, Williams ont une grande histoire et
on n'aime pas ça voir une écurie avec une telle histoire, avoir une saison comme celle qu'il connaît aujourd'hui. Là. Exactement. Et en plus, on sait que revenir dans le milieu du peloton, ça ne fait pas du jour au lendemain. Ça prend énormément de travail. S'ils peuvent le faire au cours de la saison prochaine, prendre un peu plus de galons, c'est bien, mais c'est sûr qu'on ne s'attend pas à voir Williams passer de dernier au top 5 automatiquement. Là. À moins qu'on trouve qu'on 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 fasse du sandbagging, comme ils le disent dans le jargon de la course automobile, qui fasse ça exprès là, pour préparer la saison prochaine et être meilleur. Là, on cache leur jeu. Mais je ne pense pas que Je ne Williams. pense pas, non. Je pense pas, non. Williams, c'est pas mal. Je pense pas. Williams, c'est pas mal confiné à la fin du peloton. Euh, et finalement, passons au dernier sujet de ce podcast, de cet épisode. C'est le format du week-end. Parce que, avec l'annulation de la journée du samedi, on a eu droit à 2 jours de Formule 1. Celle du vendredi et du dimanche, avec une séance de qualification et une course la journée même. Il y a plusieurs pilotes qui se disent contents du format, disons, improvisé. Il y a Daniel Ricciardo qui se dit en faveur de réduire la fin de semaine d'un Grand Prix de Formule 1 à 2 jours au lieu de 3. Même son clenche pour Romain Grosjean et Daniel Kvyat. Et même Lewis Hamilton, dans une de ses stories Instagram, a fait un sondage pour savoir s'il fallait réviser le format. Il y a plusieurs personnes qui ont dit oui. Moi, j'ai voté non. Hamilton est pour. Donc, et en plus, c'est pas la première fois qu'on en parle de réviser le format, parce que lors du Grand Prix du Canada, il y avait une rumeur comme quoi, pour 2021, les petits médias chercheraient à supprimer la journée du jeudi qui sert à la journée des médias et à la préparation de la course, et de faire ça le vendredi matin, quitte même à repousser les essais libres en après-midi et en fin d'après-midi. Est-ce que toi, tu es pour une refonte du format des week-ends de Formule 1. Je suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus. Donc, je vais m'expliquer. Je pense que peut-être de revoir un peu, là, de rafraîchir le système, là, en fait, du week-end. Mais en même temps, je pense que si jamais on reformule comme les pilotes le voudraient, bien, ça enlève une journée complète à l'expérience des gens qui se déplacent pour un week-end de F1. C'est le jeudi est une journée importante. Le vendredi aussi, quand tu as, pour moi, qui s'est déplacé souvent au Grand Prix du Canada dans les dernières années. Le vendredi, c'est quand même une très belle journée. Là. Tu vois les voitures rouler très souvent, autant le matin que l'après-midi. Donc, pour moi, je pense que, en tout cas, des fans, là, je pense que c'est une très bonne méthode, là, présentement. Là. Ouais, j'aime pas l'idée de réduire à 2 jours parce que imagine bon imagine dans la même situation, on est dans la même situation, il y a un typhon qui arrive et là on a 2 semaines. Ça va être très compliqué pour tout refondre. T'as pas des Imagine si c'était si c'était la journée des essais là. Tu es là, tu arrives, pour plusieurs, ce serait la première fois que tu roules, mais tu peux pas le faire parce que t'as pas d'essai. T'es obligé de compresser le tout. C'est très compliqué. Moi, je pense que l'idée d'enlever le jeudi, je pense, c'est pas pour, moi aussi, je vais au Grand Prix du Canada le jeudi pour la journée porte ouverte parce que pour quelqu'un qui, par exemple, ne va pas au Grand Prix, comme tu dis, la journée du jeudi, c'est important.
Mais on pourrait pas faire ça le vendredi à la place, le vendredi matin, où justement, tu prends une partie de la journée où tu fais une porte ouverte, tu te promènes dans la ligne d'épée, puis ensuite, quand c'est terminé, là, on se prépare pour la séance d'essai et tout, le vendredi même. Puis le jeudi, hein, parce que les gens arrivent, ce sont souvent des longs voyages, puis en plus, on s'en va fort probablement vers un calendrier à 25 courses. Donc, ça va être très fatigant pour le personnel. Puis comme je le disais dans le podcast, dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai cité Max Verstappen. Ça risque de créer des divorces parce que les voyages vont être très longs, ils vont être tout le Ouais. temps sur la route. Mhm. Donc, déjà, si tu arrives, si la journée commence le vendredi, tu gagnes une journée de plus pour te préparer. Surtout sur un programme double. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Ouais, ça va être intéressant. Les 2020. discussions vont être vives, je pense que ça c'est certain. Est-ce qu'il voudrait changer en fait, j'ai pas vu de citation d'aucun pilote. Est-ce que les pilotes voudraient que ça change pour 2020 ou c'est dans les discussions pour 2021? Ça va être plus pour 2021, Plus mais pour 2021, ok. mais je pense que pour les courses qualificatives dont j'en parlais la semaine dernière, apparemment ce serait pour 3 courses. On aurait même les 3 circuits où on pourrait avoir ces tests de courses qualificatives. Euh, Paul Ricard, raison plus pour l'avoir, pour avoir au moins du spectacle sur ce circuit. Spa, puis Sochi. Donc ce serait Mhm. les 3, donc ça ce serait pour 2020. Pour 2021, moi je pense que ce serait une bonne idée d'avoir des séances d'essai genre à 13h, 14h. Puis ensuite, la première séance d'essai, la deuxième aux alentours de 18h. Mais ça évidemment, c'est selon le décalage horaire. Parce que, évidemment, une séance d'essai à 18h à Montréal, il est minuit en France. Ouais. Puis je pense Et pas on que se ça. souviendra que les heures avaient changé justement cette année pour que les Français soient avantagés là, pour les heures en fait, pour que les qualifications et les courses soient toujours à 9 heures, là, heure de France. Donc, je pense qu'ils vont s'ajouter un petit peu à eux. Ouais, mais et tu sais quoi? Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir des courses à 16h, 17h parce que, bon, c'est vrai que logistiquement, c'est pas possible parce qu'il y en a qui. Parce qu'il y a une question des hôtels, une question de trafic évidemment, mais une course mais une course à 17h, dans la plupart des courses européennes, ce serait bien comme ça. Surtout que Liberty cherche à aller chercher un peu plus de population. Ben, en fait, d'amateurs nord-américains, euh, entre guillemets américains, là. Ce serait bien. Ce serait bien, au moins. Ce sont des heures qui s'écoutent très bien. 9 heures, ça s'écoute très bien. Mais 11 heures, ce sera encore mieux parce qu'au moins. C'est, tu vois, moi, Oui, c'est le vas-y. contraire. J'aime Ah mieux non? écouter 9 heures, je trouve que tu gâches un peu ta matinée et ton après-midi. Donc, en fait, je vais m'expliquer. Quand les courses étaient moi je suis un FTO, donc c'est certain que ça me touche, là, mais quand les courses étaient entre 7h30 et 8h, si je me trompe pas, dans les anciennes heures, j'aimais ça parce que ta course terminait justement vers 11h, tout était terminé. Vers 11h, pardon, vers 10h, tout était terminé, donc tu avais encore ton midi et ton après-midi. Donc là, c'est comme si ton après-midi était coupé par le Grand Prix, là, même si ça se termine juste à 11h. Là. Je sais pas si c'était clair, là, mais Ouais, moi j'ai compris, t'en fais pas. Ouais, c'est ça, mais moi aussi je suis un lefto. C'est sûr que moi, des courses à 9h, c'est bien au moins. Au moins, ça te permet de bien dormir. Surtout si par exemple, je dis pas ça pour moi, mais pour ceux qui font la fête ouais. le samedi.
Évidemment, on parle en tant que Nord-Américain, là, parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je sais que pour les Européens, évidemment, les courses sont en après-midi, c'est parfait. Mais je me dis en même temps, si les courses sont à des heures de grande écoute, ce sera encore mieux, surtout où on clame qu'il y a beaucoup moins de téléspectateurs. Donc, ça serait bien aussi. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Non, effectivement. Il y a toujours le 1% ou plus qui vont être moins contents de telle ou telle situation. Donc, Effectivement, mais ça c'est à voir parce que je sais que pour 2021 c'était dans les plans. Puis d'ailleurs, il se peut fortement qu'on découvre les plans justement d'une refonte le 31 octobre lorsque le, le règlement 2021 pour de la FIA seront entérinés puis publiés probablement au grand public. Oui, le 31 octobre qui sera une journée extrêmement importante pour l'avenir de la F1. Autant puisque Ferrari a son droit de veto, mais toutes les décisions seront prises là, durant cette journée. Donc c'est une journée à ne pas rater, là, effectivement. En plus c'est Halloween, donc si Ferrari veut faire peur, le droit de veto c'est le costume parfait. Oui, effectivement. Parce que moi je pense que 2021 va être une année critique pour la F1. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle de cette année de changement. Cette année où la parité va être meilleure, le spectacle va être meilleur. Et si jamais, et ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais cette année ressemble à celle qu'on a aujourd'hui. Donc, 3 écuries qui dominent, les autres qui tirent de la patte, une écurie qui a l'avantage même, on dirait, sur les autres. Eh bien, je pense que plusieurs fans aujourd'hui vont tout simplement lâcher la F1 pour un autre sport qui peut leur plaire aussi. Donc, j'espère qu'ils manqueront pas leur coup parce que je pense que les codes d'écoute pourront en prendre un très grand coup, là, justement. Oh oui, c'est clair. Puis en plus, et ça fait un peu écho aussi avec toute cette histoire dans les sports professionnels, entre autres dans la LNH, le baseball qui ont été cités parce que on a du mal à attirer les jeunes parce que c'est trop long. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la Formule E, c'est un sport très populaire parce qu'ils ont réussi, ils ont trouvé leur cible. Ce sont des jeunes qui, oui, il y en a qui regardent la Formule 1, la course automobile, mais avec un format de course très, très, très court, des courses de 45 minutes, avec beaucoup d'action, puis on interagit beaucoup, donc est-ce que la Formule 1 devrait faire de même? Je pense pas, mais il devrait penser sérieusement à repenser à ça, puis ça est justement une question de parité aussi, là, donc vivement le 31 octobre, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour 2021. Ça va être un jour stressant, je pense. Parce que toute l'information va arriver le même jour, donc j'ai hâte de voir. Oh oui, donc attendons le 31 octobre. Et sur ce, c'est ce qui complète l'épisode numéro 25 du Bulletin F1. Un épisode très intéressant même. La semaine prochaine, on aura un épisode, on va se le croiser assez spécial. On peut pas vous dire c'est quoi, mais on va espérer que tout fonctionne. Tout fonctionne évidemment. Oui. Donc la semaine prochaine, on sera présent. Il n'y a pas de Grand Prix de toute façon, donc on va dédier cet épisode spécialement à ceci. Puis, si on peut essayer de parler un peu de quelques nouvelles. Oui. Évidemment, mais en tout cas, semaine prochaine, comme d'habitude, on va avoir notre épisode du Bulletin F1 entre 2 Grands Prix. Alors, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. C'est très apprécié. Bon retour aussi. Merci à toi, Abdou. Puis, évidemment, si vous êtes fan de hockey,
surtout de hockey junior. Oui. Vous pouvez suivre Marc-André sur Twitter. Je te laisse compléter. Oui, donc en fait, je suis accrédité au match du Phoenix de Sherbrooke et des Saguenay de Chicoutimi. Donc, si vous voulez suivre un peu les activités de la LGMQ, je peux faire ça pour vous. Donc, entrevue d'après-match et tout ça, bien sûr, et article qui vient après chaque match. Et on peut te lire sur quel site? Sur Hockey Herald, donc Herald. Donc, c'est un petit site là avec aussi de l'information sur la LNH et tout plein d'autres affaires sur le hockey. Donc, c'est un site qui est assez intéressant aussi à suivre là, si vous voulez en savoir plus sur le hockey. Merci beaucoup. Et évidemment, avec la saison de la LHJMQ qui a commencé cette année. Il y a quelques semaines, évidemment. Donc, c'est une raison de plus de suivre Marc-André et Hockey Herald. Mais sinon, pour nous, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, @lebulletinf1 en un seul mot, ou si vous voulez me suivre personnellement, @Abdoussal, ABDOUSALL en un seul mot. Évidemment, je parle aussi de F1, mais je fais aussi quelques mimes, parfois drôles. Ouais, puis je suis passé aussi à Radio Cannes, donc je vais pas me vanter là-dessus. Mais bon, vous pouvez me suivre sur Twitter. Ou sinon, le Bulletin F1 a sa page Facebook, facebook.com/Bulletin F1. Évidemment, vous pouvez interagir avec nous. Notre site web bulletinf1.com est là aussi pour les bulletins de notes, les avant-courses, des chroniques. Évidemment, la section podcast est là. Et vous pouvez écouter les anciens épisodes sur le site et aussi sur vos plateformes de podcast préférées, donc Google Play, Apple Podcast et entre autres Spotify. Alors Marc-André, encore une fois un énorme merci. Merci à toi encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Bonne semaine et surtout bonne action de grâce. Salut à tous.